Ford must go ou encore Libérer mon pays, 50 ans, ça suffit, sont entre autres les slogans à la mode au Togo depuis que l'opposition réclame des réformes puis le départ du président Faure Gnassingbé. La réforme constitutionnelle en débat à l'Assemblée nationale a accouché d'un vote aux 2/3. La faute sans doute au boycott de l'opposition qui estime que tous ces amendements ont été rejetés par la majorité. Conséquence, le projet de loi du gouvernement sera soumis à référendum, un vote populaire. Les points saillants de la Constitution de 1992, dont l'opposition réclame le retour, semblent être pris en compte, à savoir la limitation à 2 du nombre de mandats du chef de l'État et l'instauration d'un scrutin présidentiel à 2 tours. Mais l'opposition estime que le test ne va pas assez loin. Elle a ainsi, en sus du boycott du vote au Parlement, manifesté à Lomé, ainsi que dans plusieurs autres villes du pays. Mais cette mobilisation de l'opposition se fait cette fois-ci en même temps que celle de la majorité. Unir le parti au pouvoir défend la réforme qui sera soumise à référendum et a réuni ses militants. Un examen populaire souhaité par le régime afin de régler définitivement cette question qui revient au Togo depuis plus d'une décennie. Mais pour Tipi Achadam, leader du PNP, l'un des 14 partis d'opposition mobilisés, les manifestations à l'appel de l'opposition valent tous les référendums du monde. Togo, réforme constitutionnelle bien fondée du boycott par l'opposition, du vote de projet de loi par le Parlement. La question sera posée à nos invités du jour. On revient juste après l'intermède. À nos côtés sur ce plateau pour en parler, Herman Rodrigue-Amégan, bonjour. Bonjour Johannes et bonjour à tous. Vous êtes journaliste chroniqueur à UnAfrica TV. Face à vous, Patrick Abampouillon, bonjour. Bonjour. Coach en politique de développement et gestion de crise. Herman Rodrigue-Amégan, ma première question est pour vous. Les opposants sont retournés dans la rue pour exiger le départ du président. Est-ce à mettre au même niveau que les autres manifestations pour l'alternance sur le continent, ou bien le cas togolais est un cas spécifique? Écoutez, le cas togolais, c'est un cas spécifique parce que là, on est en train de parler d'une dynastie Gnassingbé qui est au pouvoir, le père et le fils qui cumulent à eux deux plus de 50 ans au pouvoir. À un moment donné, la population est exacerbée par, je vais dire, cette gouvernance-là des Gnassingbé au pouvoir. Et donc, il a fallu qu'un certain quidam, je vais dire inconnu, donc de la scène sociopolitique togolaise, le 19 août dernier, Tipi Achadam, le président du parti national panafricain, donc convoque une marche dans les rues togolaises et donc dans les rues également des capitales occidentales, parce que ce n'était pas seulement à Lomé, à Sokodé, mais c'était également dans en Allemagne, en France également, où il y avait eu donc des marches des Togolais de la diaspora. Donc tout est parti de cette révolte-là de Tipi Achadam, mais on est en train de constater aujourd'hui que l'opposition est en train de fédérer ses énergies pour pouvoir déloger le président Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé qui, au demeurant, on est en train de constater qu'il est en train de faire preuve parfois de fébrilité, parce qu'en accordant, ou en proposant ou en envoyant au Parlement l'avant-projet de loi, ce qui est devenu maintenant un projet de loi parce que la commission des lois a déjà validé cela. Donc en envoyant, ce projet de loi, à cet avant-projet qui est devenu projet de loi finalement, c'est montrer peut-être une bonne foi, montrer qu'il est en train, d'ouvrir des brèches donc à ce que réclame l'opposition. Que réclame l'opposition? Une alternance au pouvoir, pas une alternance à sens unique, parce que selon la constitution en vigueur actuelle au Togo, le président peut faire autant de mandats qu'il le voudra, alors que l'opposition veut justement la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2 également, le retour du scrutin à 2 tours également, et également le vote des Togolais de la diaspora. Mais il y a un article, du moins il y a, une subtilité que le président togolais n'a pas glissé, ou du moins l'a fait consciemment ou inconsciemment, donc dans le projet envoyé à l'Assemblée nationale. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Le président l'a peut-être retiré consciemment ou inconsciemment, on ne sait pas. Et c'est ça qui fait débat aujourd'hui. L'opposition, à chaque fois, claque la porte du Parlement. Ce n'est pas forcément la meilleure solution parce que
ils ont claqué la porte donc, de la commission des lois. Les autres ont fait le travail. Le projet est passé donc, en plénière. En plénière, ils ont encore claqué la porte. C'est parce que la majorité présidentielle à elle seule ne pouvait pas valider le projet, que le projet ira maintenant désormais à référendum. Est-ce qu'on va faire ce référendum? J'en doute fort. Voilà, nous allons en parler. Patrick Amopoyon, première question, selon l'opposition, les manifestations ont été sauvagement réprimées, notamment dans le Nord. Et quelle doit être la conduite des autorités face à des revendications de ce type, Patrick Amopoyon? Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on nous a passé beaucoup d'images qui ne sont pas du Togo. On nous a passé beaucoup d'images de violence qui ne sont pas du Togo. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai eu l'occasion d'être le coach de l'armée dans plusieurs pays d'Afrique. Et je peux vous dire qu'en matière de sécurité, lorsque les gens disent on a réprimé, on doit aussi protéger les libertés de ceux qui ne sont pas dans la marche. On doit aussi, je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai écrit un test sur le Togo. Ce n'est pas le gouvernement qui m'a menacé, c'est les opposants qui m'ont menacé. Et il a fallu que je leur rappelle qui est Patrick Amopoyon pour que les gens puissent raviser, savoir qu'on ne menace pas Patrick Amopoyon. Donc c'est pour dire que si nous parlons de violence, il va falloir une commission indépendante pour situer qui est violent, qui a fait quoi. Et c'est en ce moment que nous pouvons parler. C'est vrai, les gens n'aiment pas qu'on dise ces choses-là, mais moi, j'ai l'habitude de constater par moi-même. Je ne suis pas sur le terrain, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dis, je ne peux pas me fier à des images d'autres pays qu'on passe sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a des morts au Togo. Attention, attention. Écoutez, moi, je crois véritablement qu'il y a eu répression. Parce que si on se réfère déjà, je veux dire, à l'ambiance sociopolitique actuelle dans le pays, on a l'impression que le pouvoir, ou du moins les manifestations donc, de l'opposition, le pouvoir l'accorde malgré lui. C'est parce qu'actuellement, le Togo a sur lui tous les projecteurs du monde entier, parce qu'on sait que désormais, on suit de très près l'actualité togolaise, que le pouvoir ne veut plus refuser aux opposants de manifester. Autrement, le pouvoir a la largesse, on le voit dans beaucoup de pays sur le continent, de refuser des manifestations des opposants. Et si le pouvoir accorde donc d'une manière ou d'une autre la bénédiction aux opposants de manifester, c'est que d'une part, il y est contraint. Et donc, à un moment donné, s'il y a eu répression, on doit savoir eh bien, que c'est parce que le pouvoir en place ne veut pas justement, enfin ne veut pas forcément que ces marches-là prospèrent, donc que ces opposants reviennent de nouveau dans les rues. On a des contacts au Togo qui ont confirmé qu'il y a vraiment eu répression. On a appelé des gens au Togo qui ont confirmé donc qu'il y a eu répression. Donc j'estime que le pouvoir togolais est en train parfois d'user de la force. Et d'ailleurs, la première manifestation, ils ont réprimé la première manifestation du 19 août et ils ont prétesté justement que les opposants n'avaient pas respecté l'itinéraire qui leur avait été imposé, qu'ils voulaient donc prendre par une autre trajectoire. C'est pourquoi ils ont réprimé la marche. Selon vous, c'est un prétexte? Du moins, à mon sens, c'est un prétexte. Mais également, les opposants ne vont pas, du moins, manquer autant de responsabilités pour dévier, justement, de la trajectoire ou de l'itinéraire qui leur a été imposé. Donc, on nous a appris qu'il y a eu des infiltrations, qu'il y a eu des policiers, ou du moins des forces de l'ordre qui se sont rendus dans des quartiers, du moins qui sont réputés pour être proches donc, de l'opposition. Ils ont bastonné les populations. Ce n'était pas pour la première fois. Et d'ailleurs, cette pratique est assez bien connue au Togo. Voilà. Monsieur Evan, je voudrais déjà rectifier quelque chose. Vous ne connaissez pas le Togo. Le Togo est un pays où les marches n'ont jamais été interdites. Le Togo est un pays où les opposants ont tellement marché que, nuit été, la marche organisée par Tipi Aritadab, la population, les marches ne leur disent plus rien. Le Togo, où il y a les marches presque tout le temps. Et les marches n'ont jamais inquiété le gouvernement parce que ça ne fait pas effet. Ce qui a fait effet, c'est le fait qu'une marche a été organisée et qu'au même moment, sur les réseaux sociaux, se diffusaient des images d'autres pays. Et donc, c'est pour ça que le gouvernement s'acharne aujourd'hui à réprimer les réseaux sociaux pendant les périodes des marches. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement fait ça. Maintenant, je ne peux pas nier des répressions, mais je ne peux pas les confirmer. On ne peut pas rester au Bénin et dire ce qui se passe au Togo. Il y a eu des informations. Comme je l'ai dit, il faut une commission indépendante pour situer les responsabilités. Mais je vous dis, les marches ne sont pas autorisées par contrainte au Togo. Les marches, c'est devenu le déodorant habituel de l'opposition et c'est pourquoi les marches ne font pas effet au Togo.
Eman Rodrigue Amégan, nous allons y revenir, ne vous inquiétez pas. Toujours selon l'opposition, on déplore un mort et 77 blessés à Bafilo, où les forces de l'ordre ont tiré avec des balles en caoutchouc. Le point fait par le ministre de la Sécurité publique n'est pas tout à fait identique. Nous allons suivre le colonel Yark Daméamé. Il est le ministre togolais de la Sécurité publique. Il est au micro de notre correspondant Ferdinand Gadé. Nous ne voyons pas comment un référendum peut... Les manifestations se sont déroulées globalement dans le calme, mais avec, vers la fin, quelques actes de vandalisme. Au niveau de Mango, le cas de Mango est un peu inquiétant. Il y a eu beaucoup d'atrocités. Certains responsables du Parti uni ont été molestés, déshabillés, leurs biens saccagés, les maisons incendiées, pillées. Et à Mango, des manifestants ont été aperçus, porteurs d'armes de guerre. Ces manifestants sont identifiés. Il y a un certain Daoudou aurait été repéré en possession d'un AK-47. Et de sources bien informées, aujourd'hui, il y a au moins 6 armes de guerre dans la nature à Mango. Ce comportement, malheureusement, a fait un mort, un jeune de 10 ans, que nous présentons nos condoléances. Nous avons dénombré plus de 24 blessés, dont 6 par balle, 4 par bille, c'est-à-dire les fusils de chasse. Il y a eu 7 personnes interpellées, 3 maisons incendiées, 3 véhicules incendiés, 10 motos incendiées. Cette bande de militants du parti PNP s'est organisée en petits groupes pour aller s'attaquer aux maisons où habitent les forces de sécurité. Je ne sais pas jusqu'où ça peut nous amener, pour vous dire que nous devons faire beaucoup attention. J'espère, et j'ose croire que ce qui se passe à Mango n'ira pas loin. Je voulais demander à chacun, à tous les acteurs de la retenue. Herman Rodrigue Amégan, votre avis sur les propos du ministre de la Sécurité? Oui, vous savez, quand il y a généralement manifestation et que ces manifestations-là sont réprimées, le bilan ou les statistiques ne sont pas forcément les mêmes du côté du pouvoir en place et du côté de l'opposition. Chacun essaie de tirer le drap de son côté. Le pouvoir en place va essayer de démontrer que ce sont les opposants qui sont en faute. L'opposition, de son côté également, va essayer de montrer que c'est le pouvoir qui a usé de la force donc en premier et qu'ils ont je vais dire, riposter. De toute façon, seuls ceux qui étaient témoins, seuls ceux qui étaient là peuvent vous dire ce qui s'est réellement passé. Et c'est là, justement, je rejoins coach Patrick Amampoyon qui parle donc d'une commission indépendante, ne serait-ce que pour nous situer véritablement sur le bilan donc, de cette manifestation. Parce que lorsqu'on va rentrer dans la guerre des chiffres, l'opposition va dire pour elle, le pouvoir en place dira également ce qu'elle tient et on ne va pas sortir, on va entrer dans un labyrinthe, on va entrer dans des considérations qui ne seront pas forcément vraies. Voilà, Patrick Amampoyon, toujours par rapport au bilan, on a l'impression que dans la partie nord du pays, il existe une forte envie d'en découdre. À quoi cela est dû? Parce que ce qui se remarque du côté nord n'est pas forcément ce qui se remarque à Lomé et du côté de la côte. Simplement parce que le régime sécurise beaucoup plus Lomé à cause des institutions, ce qui n'est pas forcément le cas au nord. C'est-à-dire qu'il y a plus envie de sécuriser Lomé, il y a plus envie d'éviter d'envoyer à la communauté internationale un certain nombre d'images à Lomé, alors que dans les régions, la couverture médiatique n'est pas aussi énorme et ça peut justifier ces choses-là. Donc moi, je pense, ça c'est un. La deuxième chose, n'oubliez pas que Tikpi Achadam poste le débat réellement sur le champ ethnique. Parce que vous avez lu ses propos et autres. Il a refusé. Il a refusé, mais on a entendu avant qu'il ne refuse. Donc, c'est pour dire que, en réalité, vous allez constater que aujourd'hui, il y a une ethnie qui, à tort ou à raison, est stigmatisée. Et ce qui fait que cette ethnie, plus ou moins vrai ou faux, est en train d'accompagner Tikpi et donc est en train d'être plus réprimée par le pouvoir aussi. Donc, vous voyez que en réalité, il faut qu'on quitte cette focalisation ethnique parce que c'est très dangereux d'en arriver
à ce que ce soit une ethnie qui combat et une ethnie qu'on veut réprimer. Parce qu'il y aura des innocents qui vont se retrouver dans cette bagarre inutile et choses-là. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect que le régime sécurise plus Lomé, parce que vous n'oubliez pas que lors de la dernière marche, il y a eu des tentatives de marche sur la présidence, et donc le régime sécurise plus Lomé, d'où il y a plus de facilité à canaliser les marches à Lomé en fonction du bataillon déployé pour ça, que de canaliser le marche à l'intérieur du pays. Herman Rodé-Gamengan, les critiques qui sont faites au PNP de Tikpi Atchadam, est-ce que c'est fondé selon vous? Écoutez, à mon sens, Tikpi Atchadam, c'est le monsieur qui donne désormais, je vais dire, l'insomnie donc à Faure Gnassingbé. C'est l'homme, je vais dire, à abattre de l'opposition aujourd'hui, parce que Jean-Pierre Fabre, qui était jusque-là le chef de file de l'opposition, on a constaté qu'il a fallu donc le réveil de Tikpi Atchadam pour que véritablement ceux-là, Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, Brigitte Adjamagbo Johnson, tous ceux-là que vous connaissez également qui font office d'opposants, il a fallu le réveil donc de Tikpi Atchadam pour que ceux-là entrent dans le mouvement, on va le dire comme ça. Donc aujourd'hui, l'homme à abattre, c'est Tikpi Atchadam. On va tout dire pour pouvoir, le déstabiliser, et donc à lui maintenant d'aller au bout de son combat. C'est un combat qu'il a entamé, le combat donc d'en finir avec la gestion des Gnassingbé, 50 ans de dynastie, et donc à lui donc d'avoir les reins solides, parce qu'en politique c'est aussi ça, qui n'a pas les reins solides, qui n'a pas les coudées franches ne rentre pas en politique, et donc il sait le terrain sur lequel il s'aventurait lorsqu'il conviait donc les Togolais à Lomé le 19 août et a donc fait une démonstration de force. Donc à lui donc de savoir encaisser les coups, parce qu'en politique c'est aussi ça, on encaisse et on en donne également. Voilà, l'Internet mobile coupé, Wi-Fi fonctionnant par intermittence. De quoi a-t-on peur au Togo, Patrick Amampoyon? Oui, de ces images. C'est-à-dire que, vous voyez, le Togo peut mettre en place commission internationale et tout. L'inconscient collectif international a des images qu'il est difficile d'effacer de sa tête. C'est-à-dire que même si on apporte la preuve du contraire, l'inconscient ne fonctionne pas en termes de vérité et de mensonge. Donc, à partir de cet instant, le régime s'est dit, lorsqu'il y a marche, il faut éviter que les gens diffusent des choses qui ne sont pas très souvent vraies. La bonne preuve, c'est même les chaînes internationales qui ont commencé par rappeler les images, les origines de certaines images et tout ça. Donc, le régime, c'est vrai que c'est déroutant, c'est énervant, c'est déprimant pour la population. Et je crois que c'est à la fois contre le gouvernement, mais c'est à la fois contre-productif pour l'opposition, parce qu'il arrivera un moment où la population va dire, si les marches vont nous empêcher de pouvoir faire nos affaires, de pouvoir communiquer, il vaut mieux faire attention à ces marches et tout ça. Donc, je crois que l'un dans l'autre, il faut retourner à la table de discussion, parce qu'il n'est pas possible. Une solution non politique est impossible au Togo, n'est pas viable. Et à partir de cet instant, tant que le Tikpi Atchadam va continuer avec son affaire de marche égale référendum, et que les autres opposants seront dupés, parce qu'ils se retrouvent dans un schéma où, s'ils renoncent à la dérive que propose Tikpi Atchadam, les opposants classiques qui ne vont jamais changer de point de vue vont aller vers Tikpi Atchadam, qui va se retrouver chef de file de l'opposition. Donc eux-mêmes, ils sont bloqués. Donc il faut qu'ils comprennent que tôt ou tard, il va falloir dialoguer, il va falloir discuter. Et sans dialogue, sans discussion, il est impossible d'avoir une solution durable. La difficulté d'accès aux réseaux sociaux, selon vous? À mon sens, c'est pour déstabiliser le mouvement. À mon sens, c'est moins donc pour, veiller à ne pas que de fausses images circulent sur la toile, que de déstabiliser le mouvement. À mon sens, c'est ça, c'est déstabiliser le mouvement. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, ou du moins ce qui s'est passé en RDC et qui continue donc d'ailleurs. Lorsque les jeunes de la lutte pour le changement, lorsque le rassemblement des forces acquises pour le changement veulent manifester, lorsqu'il y a des appels à manifester, on coupe Internet pour pouvoir, limiter le nombre, pour pouvoir être la capacité de mobilisation. Voyez également ce qui s'est passé dans le nord du Cameroun quand il y a des manifestations
manifestations, donc de la partie, quand il y avait des manifestations de la partie anglophone pour pouvoir, enfin pour, je vais dire, réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Au moment où on a coupé Internet pour pouvoir étouffer le mouvement, Internet est resté coupé pendant plusieurs mois. En Somalie également, Internet est resté coupé. Donc, vous voyez, lorsque les dirigeants coupent Internet, aujourd'hui, Internet est un média majeur. Il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Twitter, il y a Instagram. Il y a beaucoup de canaux aujourd'hui qui permettent aux gens, je vais dire, de faire une grande mobilisation. Et surtout que Internet véhicule beaucoup plus vite le message aujourd'hui que les médias classiques. Lorsqu'il y a une information qui tombe avant que les médias classiques, je vais parler de la radio, de la télévision, même, je vais dire, des journaux papier, avant que ceux-là ne portent l'information. Internet a déjà véhiculé l'information via les réseaux sociaux. Donc, on sait que si on coupe Internet, c'est déjà un coup de rhume que porte le mouvement aujourd'hui. Donc, moi, j'estime que c'est pour déstabiliser l'opposition, le pouvoir en place, alors qu'en coupant, je vais dire, Internet, c'est déjà un manque à gagner pour l'État central. Parce qu'il y a des gens qui fonctionnent uniquement à base d'Internet. Il y a des jeunes qui ont leur start-up qui fonctionnent uniquement à base d'Internet. Quand on coupe Internet, c'est qu'il n'y aura pas des services de banque. Vous allez à la banque, on vous dira qu'il n'y a pas la connexion. C'est qu'on ne va pas faire les recettes au niveau, je vais dire, des instances chargées de recouper les frais d'électricité d'eau parce qu'il n'y a pas Internet. Vous allez également dans d'autres administrations, on vous dira qu'il n'y a pas Internet parce que le pouvoir en place a coupé Internet pour pouvoir faire mal à l'opposition. Donc j'estime que couper Internet aujourd'hui, ce n'est pas la meilleure formule parce que même au dehors du pays, il y a les Togolais de la diaspora que s'ils veulent, je vais dire, mettre sur la toile des images qui ne sont pas forcément vraies, depuis même l'extérieur du pays, ils le feraient. Donc, couper Internet aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la solution idéale parce qu'on mettrait à genoux l'économie du pays, beaucoup d'économies. Du moins, on parle aujourd'hui d'économie numérique et qui est en train, je vais dire, de prospérer sur le continent. Et ce n'est pas forcément, je vais dire, le moment idéal pour couper Internet parce que lorsqu'on coupe Internet, c'est des activités qu'on est en train de mettre en berne, c'est des gens à qui on est en train de causer du tort. Voilà, il y a visiblement moins de monde que les manifestations des 6 et 7 septembre dernier qui avaient rassemblé, rien qu'à Lomé, plus de 100 000 personnes selon diverses estimations. Est-ce que ce n'est pas un risque que prend l'opposition en maintenant sa volonté de rester dans la rue? Je vous dis, franchement, l'opposition n'a plus la capacité d'influencer les choses au Togo. Aujourd'hui, nous sommes toutes les institutions qui ont été insultées. Toutes les personnes qui ont été insultées sont ceux-là qui travaillent aujourd'hui auprès du président Faure afin qu'il lâche des choses. L'opposition a raté une occasion extraordinaire. Je vous donne un exemple. Le jour où ils ont fait la marche de 100 000 personnes, le régime a tremblé. C'est ce jour-là qu'il faut demander des choses qu'on peut obtenir. Vous allez au Togo, la plupart des journalistes sont à moto. Vous croyez que ces journalistes-là peuvent influencer le régime? Vous allez au Togo, les responsables de l'opposition sont pauvres. Sont pauvres, sauf Atipi Achadam, dont on ne sait pas d'où l'argent est venu. Et je vous dis... Patrick Amampoyon, c'est un juriste, c'est un homme qui a travaillé, qui a largement de quoi vivre. Au Togo, un juriste a largement de quoi vivre. En tout cas, les Togolais vont apprécier. Les Togolais vont apprécier. Les Togolais vont apprécier. C'est pour dire, moi je vous dis, c'est-à-dire que, et cet argent-là, vous voyez, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Le Togo avait une opportunité extraordinaire. Et c'est vrai que les gens m'ont dit que je suis béninois, qu'au Bénin, nous avons obtenu l'alternance plusieurs fois et que nous sommes en train de ne pas vouloir l'alternance au Togo. Mais ils oublient qu'au Bénin, on n'a jamais demandé à Bathie Kérékou de démissionner. Il a dit clairement, vous demandez la démission, je vais tirer sur la foule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a encore son régime solide. C'est-à-dire que sans que Faure ne veuille aujourd'hui, il ne peut rien ne changera au Togo. Seulement, le président Faure doit comprendre. Et c'est à ça que nous travaillons. Contrairement à ceux qui n'ont pas compris, nous insultent. Le président Faure doit comprendre qu'à force de profiter de la faiblesse de l'opposition, du manque de stratégie de l'opposition pour chaque fois avancer, il arrivera à un niveau où ce n'est pas l'opposition qui va réagir, mais le peuple. Je vais vous donner un cas. En 2011, j'ai dit au Burkina, je dis 20% des Burkinabés votent. Et Blaise Compaoré à 82% des 20%. Mais les 80% qui ne votent pas, un jour, ils vont se lever. Et ce jour-là, il va se passer des choses. Et je vais vous dire ce qui s'est passé à Ouagadougou. Quand ces 80% se sont levés, les hommes politiques, les opposants politiques ne savaient même pas
que c'était grave, ils étaient en réunion lorsque le peuple faisait tomber le régime. Ça veut dire quoi? Le président Faure ne doit pas avoir peur de cette opposition, il doit avoir peur d'un peuple qui, à force de opposition ne peut pas, nous on en profite, opposition ne peut pas, nous on en profite, finira par se lever. Et c'est pourquoi nous disons tout de suite, il faut un financement pour la société civile, un financement pour la presse, un financement pour les partis politiques de l'opposition, parce que si ils sont affamés, ils sont capables de tout. Dernier élément, il faut un emploi, une politique massive d'emploi tout de suite. Si nous faisons seulement les réformes et que nous ne faisons pas ces choses, nous allons avoir un peuple aigri, un peuple affamé. Et dans ces conditions, ça va créer le désordre que nous voyons dans certains pays. Voilà de quoi on parle. Sinon, cette opposition, cette marche-là, je vous assure, elle a fini de produire des effets. Il faut penser à discuter avec le régime. Si l'opposition ne veut pas discuter, que toutes les institutions discutent avec le régime pour obtenir. Parce que vous voulez avoir alternance avec des gens qui ont du mal à manger, qui ont des difficultés. Ils ne peuvent pas faire état. Donc, il faut les renforcer. Il faut leur donner les moyens de se former, les moyens de s'organiser. Parce que le jour où le président Faure doit perdre le pouvoir, je souhaite que ce soit une élection démocratique et que celui qui sera élu, que ce soit Tikwi, que ce soit Fabre, il soit en mesure de diriger l'État et de ne pas écouter seulement quelques-uns de la population qui veulent en découdre avec les anciens présidents et les exécuter. Donc, je dis, c'est l'occasion de négocier des choses pour le pays afin que l'alternance se prépare. Les élections n'ont pas lieu demain, ça a lieu dans 3 ans. Et pour qu'il y ait élection digne de nom, il faut une opposition qui a les moyens d'aller aux élections. Et ça s'organise maintenant. La stratégie de la rue. Oui, écoutez, j'aimerais demander, du moins c'est vrai, c'est vous qui posez les questions, mais je souhaiterais poser une question à coach Patrick Amampouyon. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ceux qui manifestent, ce n'est pas le peuple et que c'est l'opposition? Non, le peuple manifeste, mais si vous allez faire le sondage dans la rue, beaucoup ne savent même pas ce qu'on appelle réforme politique. Beaucoup marchent parce qu'ils ont fait. Mais beaucoup sont exacerbés par la gestion. Non. Écoutez, voyez-vous, Laissez-le finir. Oui, c'était une question. À mon sens, et vous avez répondu. C'est moi qui ai la police de débat. Voyez-vous, beaucoup sont aujourd'hui exacerbés par la gestion, je vais dire, du président Faure Gnassingbé. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés au Togo, ils n'ont connu qu'un seul nom à la tête, donc je vais dire du pays, c'est le nom Gnassingbé. Donc, à un moment donné, le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué de cette gestion. Et quand il s'agit des manifestations, on voit des milliers de personnes dans les rues. Le Togo, aujourd'hui, ce n'est pas la RDC, ce n'est pas les grands pays. Le Togo, c'est environ 7 ou 8 millions d'habitants. Et lorsque vous voyez ceux-là qui sont derrière l'opposition aujourd'hui, on se dit que si le président Faure Gnassingbé est encore là, c'est parce qu'il jouit encore, je vais dire, de la bénédiction, je vais dire, de l'armée. Parce que si au Burkina Faso, on a pu faire partie le président Blaise Compaoré, c'est parce qu'à un moment donné, l'armée s'est retrouvée du côté du peuple. Autrement, on aurait assisté à une guerre civile. L'armée n'aurait jamais favorisé, je vais dire, cette manifestation-là qui a conduit au départ du président Faure Gnassingbé. Donc, que le président Faure Gnassingbé comprenne aujourd'hui que sur le continent, il y a une nouvelle dynamique qui est en train de s'installer. Et la dynamique est telle que ces dirigeants-là, qui font preuve d'un entêtement bovin, à la limite de l'obstination, qui se conjuguent finalement en ivresse du pouvoir, ceux-là n'ont plus droit de citer sur le continent. On a vu comment Blaise Compaoré est fini. On voit également dans d'autres pays qu'on est en train de tout faire pour combattre ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir. Le président Joseph Kabila, il ne dort pas du tout sur ses lauriers. On est en train de tout faire pour qu'il puisse organiser les élections au Zimbabwe. L'opposition avec Morgan Tsvangirai aujourd'hui est en train de tout faire pour faire partie Robert Mugabe. José Eduardo dos Santos, lui, l'a très vite compris et il a laissé le tablier avant que les choses ne le laissent. Donc aujourd'hui, que le président comprenne que le continent est dans une autre dynamique et que les gens sont beaucoup plus, je vais dire, sont beaucoup plus éclairés qu'ils ne l'étaient auparavant. Et le Togo ne doit pas rester donc en marge de cette révolution qu'il y a sur le continent. Voyez un peu l'ambiance ou bien l'atmosphère autour du Togo. Les pays limitrophes au Togo, c'est le Ghana, c'est le Bénin. Le Ghana, c'est une démocratie dont la vitalité n'est plus à démontrer. Le Bénin, c'est un exemple parfait de démocratie sur le continent. Au Sénégal, c'est la démocratie. En Côte d'Ivoire, c'est la démocratie. Donc, pratiquement tous les pays, du moins de l'espace UEMOA et de l'espace CEDEAO également, les pays dont la démocratie est fragilisée, c'est à compter au bout des doigts. Et le président Faure Gnassingbé aujourd'hui, c'est lui
le président en exercice de la CEDEAO. Et sans doute, ses pairs l'ont déjà interpellé sur la question. On a vu Marcel Alain de Souza aller au Togo. C'est peut-être déjà pour résoudre le problème, le cas togolais. Et j'estime aujourd'hui, peut-être là, finir par rejoindre coach Patrick Amampouyon, que les manifestations, les marches ne sont peut-être pas forcément la solution, même si elles vont contribuer, je vais dire, à fragiliser de mieux en mieux le pouvoir. Elles ne sont pas forcément la solution. Il faut aller, peut-être que l'urgence est maintenant à l'organisation de nouvelles assises nationales. On sait que celles de 92 n'ont pas forcément tenu la promesse des fleurs. L'urgence peut-être est maintenant de convoquer de nouvelles assises nationales, demander maintenant qu'on propose des solutions, que l'opposition mette sur la table, donc je vais dire ses revendications, que le pouvoir en place propose ces solutions et ensemble, ils vont essayer donc de trouver, je vais dire, l'alchimie, de trouver la recette adéquate parce que souvenez-vous, en 90, quand le président Mathieu Kérékou, quand on a voulu faire partie le président Mathieu Kérékou, on ne lui a pas dit monsieur démissionner. On lui a mis sur la table des propositions. Il a fait des concessions et du côté également des opposants de la société civile, on a fait des concessions et ensemble on a trouvé un compromis sans rentrer dans une compromission. Et c'est justement ce que le Togo doit faire aujourd'hui. Que les opposants cessent, qu'ils ne se trompent pas de combat, c'est ce que moi je leur dis, qu'ils ne se trompent pas de combat. On veut des réformes, je vais dire constitutionnelles, mais on n'exige pas, je vais dire, le départ illico presto d'un président de la République qui est élu sur la base d'une constitution et qui jouit de prérogatives constitutionnelles parce que en l'état, le président Faure Gnassingbé jouit de prérogatives constitutionnelles. La constitution en vigueur lui permet d'aller et encore de briguer de nouveaux mandats. Et donc, si on veut lui demander de partir, qu'on convoque des assises nationales, qu'ils trouvent ensemble, je vais dire, les formules adéquates pour une révision consensuelle de la Constitution. Et en son temps, on croit qu'on pourra applaudir pour ce peu parce qu'en l'état, on est en train de courir tout droit à la perte et à mon sens, on est en train de risquer l'affrontement. Et si on doit y aller au référendum aujourd'hui, c'est sur la base de quel fichier électoral? Et en son temps, on posera également le problème de la fiabilité de ce fichier électoral et également de la transparence du vote. On va entrer dans de nouvelles considérations et là, je crois qu'on n'en finira pas. On va entrer dans un labyrinthe. Voilà, nous avons suffisamment parlé de l'opposition, nous allons parler du parti au pouvoir aussi, et qui a mobilisé, qui a manifesté aussi à Lomé. Nous allons suivre quelques propos de leaders, aussi bien d'opposition que du pouvoir, ainsi que de quelques militants. Nous ne voyons pas comment un référendum peut être réalisé alors que les réformes n'ont pas été faites. C'est très bizarre. Nous sommes toujours dans la logique de mobiliser les populations togolaises pour obtenir le retour à la Constitution de 92. Là où nous sommes, pas de référendum. Nous sommes en train de faire notre référendum dans la rue déjà. Bon, nous sommes pour réunir, mais on ne veut pas qu'arriver quelque part, il y aura tapage. Tout le monde est venu en paix. On retourne chez nous en paix aussi. Nous soutenons la procédure qui est en cours, tant au niveau du Parlement ou au niveau national, que ce soit par référendum ou par autre action politique. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une ouverture qui est faite avec ce vote pour permettre au peuple togolais de se prononcer. Donc la parole va être donnée au peuple et nous verrons ce que le peuple dira lors du référendum. Notre souhait, c'est que ce référendum puisse se réaliser dans les plus brefs délais afin que cette question soit totalement évacuée et que nous puissions passer à autre chose. Patrick Amampouyon, est-ce que ce référendum a des chances de prospérer? Il va prospérer s'il n'y a pas d'accord politique. Il va prospérer. Vous voyez, en Espagne, les gens ont décidé de faire un référendum pour décider de leur autonomie. Le gouvernement a dit non. Ils ont insisté. Le gouvernement a ramassé toutes les urnes. Il n'y a pas eu de référendum. C'est-à-dire, on oublie qu'il y a un État au Togo. Mais il y a un État. C'est-à-dire que Faure va organiser un référendum aujourd'hui et les opposants vont empêcher. Mais c'est l'erreur à ne pas faire. Ils vont empêcher, ils seront sous le coup de la loi, ils vont être arrêtés. C'est-à-dire qu'il faut un accord rapidement. Sinon, le président Faure va obtenir. Et vous voyez, s'il va au vote, si le peuple vote contre, le président dira simplement le peuple ne veut pas les réformes. Si le peuple vote pour, il dira le peuple a accepté mes réformes. Nous sommes dans une situation où l'opposition, je les supplie, ils ont l'opportunité historique de faire quelque chose pour le Togo. Mais en discutant, en dialoguant. Il ne faut pas qu'ils écoutent le langage de la rue. Mais Patrick Amampouyon, leur proposition, tout était rejeté par le parti. Non, Unir à l'Assemblée nationale. Non, leur proposition, c'est le président. Parce que vous voyez, il y a deux oppositions qui font semblant d'être ensemble.
Tikpi Achadam dit, pas plus tard que cette semaine, il doit partir tout de suite. Jean-Pierre Fabre dit, nous voulons simplement la constitution de 92. Il y a un problème. Il y a un problème dans qui entraîne le départ de Faure Gnassingbé. C'est du moins, c'est ça logique. Non, même ça n'entraîne pas. Même ça n'entraîne pas. Non, je vais vous expliquer. Juridiquement, ça n'entraîne pas. On dit, à aucun cas, personne ne fera plus de 2 mandats. Première chose, il est dans son 3e mandat. Nous ne sommes plus dans aucun cas. Ça, c'est un. Deuxième chose, on oublie une chose. La révision de qu'ils sont en train de proposer crée une nouvelle république. Et aucun constitutionnaliste ne comprendra qu'il y ait une nouvelle république et que quelqu'un ne soit pas autorisé à être candidat dans la nouvelle république. C'est-à-dire que les opposants togolais ont besoin d'être accompagnés par des constitutionnalistes, d'être accompagnés par des stratèges. Je vous dis, et c'est pourquoi je dis, il faut qu'on négocie un financement pour eux afin qu'ils se donnent les moyens d'être accompagnés. Vous savez, aujourd'hui, le problème du Togo est un problème tellement sérieux parce que la superficie du pays n'est pas grande, mais si ce pays bascule, regardez, nous avons déjà des problèmes au Burkina, nous avons déjà des problèmes au Mali. Les gens veulent qu'on ait des problèmes encore au Togo. Je supplie les Togolais. Ils peuvent m'insulter, c'est pas ça le plus important. Mais le plus important, c'est de comprendre que je ne tiendrai pas un langage de la rue pour être populaire. Ce n'est pas la popularité que je recherche. Ce qui est important ici, c'est de profiter de la fébrilité du gouvernement actuel pour obtenir des avancées qui vous permettent d'aller vers l'alternance. Nous avons accordé 1 an à Mathieu Kérékou. Nous ne sommes pas dans le même débat. Le régime togolais n'est pas aussi faible que l'était le régime Kérékou dans le temps. Vous avez parlé tout à l'heure de l'armée. L'armée est menacée par la population. Vous croyez qu'ils vont lâcher le chef de l'État? Voilà des réalités qu'il faut tenir compte. Nous avons besoin. Et la réforme de l'armée n'est pas faite. La réforme de l'armée n'est pas encore faite au Togo. Et donc, il faut de la stabilité. Vous savez, c'est très important que les gens comprennent. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de profiter pour demander des choses que le président peut donner. Mais quand on lui demande de se tirer une balle dans la tête, je ne vois pas M. Herman accepter de se tirer une balle dans la tête pour permettre à l'opposition de venir au pouvoir. Et l'autre chose, c'est que on ne doit venir au pouvoir que par les urnes et non pas des marches. Parce qu'aujourd'hui, il y a marche au Togo. Cette marche supporte qui? On ne sait pas. Cette marche est électorale de qui? On ne sait pas. C'est les élections seulement qui peuvent permettre de le faire. Donc, il faut renforcer l'opposition tout de suite, pas des financements. Il faut renforcer la presse tout de suite, pas des financements. Il faut lancer des formations en leadership pour les femmes, pour les jeunes et tout ça. Il faut créer des emplois parce qu'un peuple qui a faim ne prend le pouvoir que par la rue. Et ça finira par arriver. Mais avant, il faut que, je vais dire, le cadre soit propice à cela. Il faut, comme vous le dites, des formations en leadership, d'accord, mais là, le contexte sociopolitique, il ne le permet pas. Le contexte sociopolitique actuellement, c'est qu'il faut aller aux réformes constitutionnelles. Donc, aujourd'hui, je crois que le référendum ne va résoudre donc aucun problème, parce que si ils vont au référendum, si ça ne passe pas, le président Faure Gnassingbé va prétester, donc, je vais dire, de cet échec-là, du moins de ce vote contre son projet pour rester au pouvoir. Et si ça passe, il dira qu'il a eu la bénédiction, donc même du peuple donc, pour pouvoir faire passer sa réforme constitutionnelle. Donc, à un moment donné, on est en train, du moins l'opposition est en train, je vais dire, d'aller tout droit vers une impasse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils peuvent non plus pas empêcher la tenue du référendum constitutionnel parce que, comme on le dit, c'est un référendum constitutionnel, c'est une disposition de la Constitution qui permet au président, au cas où son projet ne reçoit pas les 4/5e au Parlement, d'aller consulter maintenant le peuple par référendum. Donc, et on a constaté que sur le continent aujourd'hui, la plupart des référendums qui ont eu lieu sont passés. Au Sénégal, c'est passé pour une nouvelle constitution. En Côte d'Ivoire, on a crié, l'opposition a crié, mais c'est passé. En Mauritanie, le coup de force de Mohamed Ould Abdelaziz, c'est passé également. On ne voit pas comment le pouvoir en place, en tout cas le pouvoir de Faure Gnassingbé, va organiser, je vais dire, un référendum pour que cela ne passe pas. En tout cas, il n'y a pas de chance pour que cela ne passe pas. Cela passera, même si on va crier à la fraude, même si on va crier au tripatouillage, ça va passer. Sur le continent, on sait comment les élections s'organisent. On a vu, ou du moins on est en train d'assister, je vais dire, à ce qui se passe actuellement au Kenya, où même un vote électronique a été truqué. Les résultats ont été truqués, ce qui fait que, heureusement qu'il y a des juges lucides dans ce pays qui ont pu invalider les résultats. Donc, ce n'est pas le vote papier qui va, qui va échapper à ces manœuvres-là qu'on observe sur le continent. Donc, je ne vois pas le président Faure Gnassingbé organiser un référendum et recevoir le nom donc, de la population
s'il faut, en tout cas, prendre part des pratiques qui ne sont pas forcément orthodoxes pour, je vais dire, attester de ce que le peuple a donné sa bénédiction, le président le fera. Donc aujourd'hui, ce n'est pas ça forcément la solution. Parce que quand bien même ce référendum-là va passer pour le président, on va faire les réformes et ce n'est pas ce que demande l'opposition. Parce qu'en 2020, le président actuel sera sans doute candidat si cela passait. Il va faire son premier mandat qui va finir en 2025 et il aura la possibilité de revenir en 2025. Pour un second mandat, il va finir donc finalement en 2030. Donc finalement, l'opposition se retrouve devant une impasse et à elle maintenant de savoir ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, je ne suis pas forcément sûr que les citoyens togolais sont prêts à aller déloger le président Faure Gnassingbé dans le palais présidentiel parce qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Aujourd'hui, l'opposition, du moins, est en train de se retrouver devant une impasse politique. Elle doit définir de nouvelles stratégies. Elle doit tendre maintenant la main au gouvernement parce qu'on est en train de constater que lentement, mais sûrement, comme un jeu d'échecs, le pouvoir est en train de piéger l'opposition qui risque de finalement tomber dans son propre piège. Alors, votre avis, je reste avec vous, Herman Rodriguez-Amégan, par rapport au contenu des exigences de l'opposition, c'est-à-dire le retour ipso facto à la Constitution de 1992 qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Votre avis par rapport à cette particularité-là, parce que ce que demande aujourd'hui l'opposition, c'est que le chef de l'État quitte le pouvoir maintenant ou peut-être à la fin de son mandat en cours. Vous êtes même plus généreux. Eux, ils ne demandent pas que le mandat finisse. Ils disent que on va à la Constitution de 92. Monsieur Faure Gnassingbé, eh bien, le mandat dont il est en train de jouer actuellement sera du coup inconstitutionnel. Il descend de son fauteuil présidentiel, on passe à une nouvelle élection, on élit un nouveau président. Mais ça ne se fait pas comme ça, c'est une hérésie juridique, ça ne se fait pas comme ça. Quand on sait que la loi dispose pour l'avenir, la loi n'est pas rétroactive. Je suis désolé pour mes chers opposants, c'est vrai, leur combat, je vais dire, est logique, leur combat, c'est un combat, je vais dire, populaire pour l'alternance au sommet de l'État. Oui, on veut une alternance politique au sommet de l'État, on ne veut plus d'alternance à sens unique, d'accord. Mais il faut se bâtir, ou bien du moins, il faut bâtir ses convictions ou ses résolutions sur, je vais dire, un arsenal juridique. Et là, ce que demande l'opposition juridiquement, ce n'est pas possible. On peut revenir à la Constitution de 92, trouver un accord avec le président Place pour dire, écoutez, monsieur le président, on va, à la fin de votre mandat, vous allez descendre parce que, eh bien, on est dans une nouvelle république et il faut quand même que chacun de nous puisse, je vais dire, donner du sien pour que le Togo ne bascule pas dans les violences, machin et tout. Bref, on trouve la voie diplomatique pour demander au président Faure Gnassingbé de ne plus se représenter en 2020. Et là, à partir de 2020, on sait que le pouvoir désormais au Togo est limité. On fait 2 mandats et on passe à autre chose. En tout cas, on fait au plus 2 mandats et on passe à autre chose. Mais on ne peut pas demander au président de descendre illico presto. C'est pratiquement une hérésie juridique. Ça ne pourra pas passer. Voilà, Patrick Amampouyon, candidat en 2020, 2025, finir un mandat en 2030. Est-ce que ce n'est pas trop dans un état de type démocratique? Oui, c'est même pas bon pour le président. Vous savez, n'eût été l'imbroglio que l'opposition a créé aujourd'hui, moi j'annonçais déjà, à la veille des élections passées, que cette élection qui vient de passer, le président Faure va gagner. Mais que je lui conseille vivement de ne pas être candidat aux élections suivantes. J'avais déjà dit ça au Togo, mais ils ont créé une situation qui lui est propice. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Même ceux qui sont en train de réclamer Faure non candidat aux prochaines élections ne peuvent même pas l'alternance. Regardez ce qui s'est passé en Angola. Vous avez en face une opposition qui n'a pas les moyens. Et vous avez un régime qui a tous les moyens. Même si le président Faure n'est pas candidat, il peut prendre. Vous voulez en finir avec les Yadema, vous allez obtenir la constitution de 92 et un autre Yadema va être candidat, un autre Gnassingbé va être candidat et devenir président. Il est important que nous ayons un discours, un dialogue politique pour pouvoir sortir une solution togolaise. Parce que si on fait, vous voyez, l'opposition demande chaque fois quelque chose, quand il obtient, il se rend compte que ça ne l'arrange pas. Quand il obtient, on ne peut pas, c'est-à-dire dire simplement le président Faure ne sera pas candidat ne règle aucun problème au Togo, puisqu'il ne sera pas candidat. Si un de ses frères ou un de ses fils est candidat passe, on dira encore les Gnassingbé, réfléchissons politiquement et non vous accrochez derrière les revendications sociétales, il faut discuter. Je ne partage pas forcément ce point de vue. En 15 secondes. En 15 secondes, quand
Monsieur Patrick Amampoy, on compare la situation au Togo peut-être à ce qui s'est passé en Angola où José Eduardo Santos a pu trouver un dauphin. Je crois que là-bas, on est dans toute une autre logique. C'est le MPLA, le parti au pouvoir, qui est un parti historique qui a combattu pour les indépendances. Et depuis toujours, en Angola, vous êtes MPLA, vous êtes patriote, vous êtes UNITA, vous êtes, je vais dire, rebelle. Donc, il y a cette mentalité-là qu'il y a aujourd'hui, un peu comme la ZANU-PF au Zimbabwe, un peu comme l'ANC donc en Afrique du Sud. Il y a, je vais dire, toute une autre dynamique, toute une idéologie qui accompagne donc ces partis-là, qui sont des partis historiques du continent africain. Donc aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire qu'au Togo, ça va passer comme une lettre à la poste. Si le président Faure Gnassingbé, même s'il se retirait et plaçait avant de partir un mentor, je crois que ça ne partira pas parce que les Togolais, enfin, au Togo, il n'y a pas ce qu'on appelle un parti historique, il n'y a pas ce qu'on appelle un parti qui incarne des valeurs et des idéologies. Voilà, Herman Rodriga Mengan, merci. Vous êtes journaliste, chroniqueur à UnAfrica TV. Face à vous aujourd'hui, Patrick Amampoy, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.